Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Belfond, présentent Les âmes sans nom de Xavier-Marie Bonneau, interprété par José Euzé. Prologue. Marseille, le 28 avril 1984. Barbara Flanagan a froid. Malgré la saison. Malgré le soleil qui a brillé toute la journée. Elle grelotte. Ses doigts gonflés bougent à peine. Les menottes d'acier garrottent ses poignets fragiles. Derrière la petite porte de la cave, la voix de l'homme semble lointaine. Si lointaine que cette distance imaginaire a quelque chose de rassurant. Le soliloque va et vient. Un murmure de damné qui grossit lorsqu'il s'approche de l'embrasure et s'évanouit quand il passe dans la chambre. Barbara Flanagan sent l'humidité sortir du sol terreux et la pénétrer sournoisement. Un bruit sourd, un objet chute sur le plancher. Elle tend l'oreille. La corde qui entrave ses chevilles la fait atrocement souffrir. Un ruban adhésif obstrue sa bouche et tire ses lèvres vers l'extérieur. Cette douleur-là demeure supportable. L'homme ouvre les tiroirs de la commode de la chambre, les referme avec rage, renverse des étagères, fourrage et retourne tout ce qui peut l'être, et vocifère entre ses dents. Barbara Flanagan ne peut pas crier. Juste un grognement qui ne parvient pas à décamper de son ventre noué. Pourquoi cet homme n'a-t-il rien dit depuis qu'il la retient prisonnière ? L'image de Sean surgit du noir. Elle touche de ses doigts encore libres l'anneau de vieil or qu'elle porte à l'annulaire. Un bijou ancien, un peu bosselé, aux étranges motifs entrelacés. Sean dit qu'il a appartenu à l'une des rares prêtresses de l'ancienne religion des Celtes d'Irlande. Une femme druide. L'alliance lui donne parfois l'impression de vivre entre ses doigts. Cette bague nous protégera, avait-il déclaré avec gravité le jour de leur mariage. Puis il l'avait regardée, fascinée, plus fascinée encore que le jour où il l'avait croisée dans une soirée baroque d'étudiants. Barbara Flanagan se recroqueville en chien de fusil. Elle griffe la terre et la pétrit de rage. La douleur de ses doigts remonte dans l'avant-bras. Les souvenirs s'entrechoquent. Un album de chromos déjà rayés. Dublin, 1973. Une surprise party au Trinity College. Une amie l'a invité et lui présente Sean, un grand maigre au visage fiévreux, les cheveux sombres, en bataille, le front haut. Il a quelque chose d'Antonin Artaud, son poète préféré. Sean s'approche. « Vous êtes française ?» Qu'il est maladroit, divinement balourd. « Pourquoi ? Cela se voit-il aussi facilement ? » Pardon ? Oui, un peu. Un violonneux s'échine sur des danses démodées en martelant le sol de coups de talons secs. Sean s'avance sur la piste, son grand corps mince très droit, les bras tirés en arrière. Elle le rejoint. Leurs regards s'entrelacent. La brute dévale les escaliers, furieux, et donne un coup de pied dans la porte de la cave. Sous le choc, le battant laisse échapper un ray de lumière jaune. Barbara serre les dents et rampe un peu plus vers le fond de l'oubliette. Puis elle tend les yeux vers le plafond et suit les enjambées. L'homme part vers la cuisine, revient, renverse tout dans la salle à manger. Des éclats de verre se répandent sur les tommettes de la cuisine en une multitude de particules qui courent sur le sol, comme des insectes fous. Elle porte un jean et un long t-shirt noir sur lequel est écrit en grosses lettres une phrase de John Lennon. « The war is over if you want it ». C'est un ami, un ancien des comités Vietnam, qui lui a fait ce cadeau. Sean, lui, est plus classique.
Il a une chemise blanche mouillée de sueur, des docksides éculés, un pantalon de collégien. Ils ne se parlent pas. Leurs yeux se disent des mots qu'aucune bouche ne peut prononcer. Le violonneux, sur son estrade, entame une énième gigue. Un étudiant gringalé, la prunelle arsouillée, prend Shaun par le bras et hurle dans l'oreille, la voix démolie par la bière acide. « Kevin a été arrêté !»« Doherty ?» demande Shaun, le regard soudain tendu. « Oui. »« Où ?»« Belfast, Beachmont Avenue. » Soudain, Shaun a la mine cassée, abîmée de révolte. Le regard plein de cette bravoure qu'elle a longtemps recherchée. Il la contemple et ses yeux l'étreignent. Un courant d'air parcourt la cave, depuis la trappe du charbonnier jusqu'à la porte percée de petits jours. Le souffle tiède du printemps caresse Marseille et réchauffe Barbara. Elle reconnaît le vent d'est qui passe par-dessus les falaises de Marseille vert jusqu'aux épaules de calcaire dévorées par les vagues et les anses de sable ourlées d'écume. Barbara aime se promener le long des sentiers des Calanques, quand le vent d'est jette un voile gris sur le ciel et que la mer assiège les immenses falaises blanches. Shaun dit toujours qu'il ne connaît rien de plus beau, à part les caps tourmentés du Kerry, son pays natal. L'homme remonte à l'étage et fait grincer l'escalier de bois sous ses pas lourds. Barbara lève ses yeux faibles vers la porte. De l'eau coule par le tuyau d'évacuation qui traverse la cave. Un glouglou familier. Puis, plus rien. Cela vient de la salle de bain. Elle ne sent plus ses doigts, ses poignets vont éclater, les 2 premières phalanges comme du bois. Elle pense au Kerry, les murailles d'émeraude aux pelouses abruptes qui défient l'océan, les oiseaux de mer dans leurs costards superbes, juchés sur les moignons de granit qui jacassent sur tout et posent un œil sceptique sur les rares passants de la lande. L'homme redescend de l'étage. Il parle fort à présent. Une voix argentine et terrifiante. Barbara a l'impression qu'il s'exprime dans une langue étrangère. Pourtant, lorsqu'il l'a interceptée en sortant de la gare Saint-Charles, il s'est adressé à elle en français. Un accent parfait. « Venez, Shaun n'est pas très loin », a dit l'homme. Elle s'est retournée. Un type grand, cheveux grisonnants, 2 yeux bleus, vide de vie. « Venez ». Il a forcé un sourire. Elle a compris à ce moment-là que quelque chose clochait. Un coup d'œil aux voyageurs qui sortent du train de Paris, aux 1000 visages qui fourmillent dans le hall de la gare Saint-Charles. Ce n'est pas un flic, encore moins un ami. Elle l'a dévisagé, il a baissé lentement le regard comme une direction à suivre. Une arme noire, à peine visible sous le manteau. Un gros silencieux vissé au bout du canon ventilé. « Marchez !» Ils ont quitté la gare du côté wagons postaux, face au centre de tri paralysé par une énième grève du personnel. Il a ouvert la portière d'une Mercedes 300 bleu ciel qui sentait le cuir rôti. Les menottes se sont refermées sur les poignets fragiles de Barbara. Une odeur de chloroforme. L'homme va l'interroger. Elle le sent. Mais pourquoi elle ? Une question l'obsède à présent. Qui l'a dénoncé ? Elle tente de fouiller parmi les visages amis. Aucun traître ne se montre. Et pourtant, quelqu'un a trahi. Ce ne peut pas être Kevin, ni Brendan, ni Shaun. Impossible. Un jour, Shaun lui a parlé de ce dont est capable la police. Il a prononcé le mot de torture. Elle a eu peur de ne pas tenir, de parler, de dire ce qu'elle a juré de ne jamais dévoiler. Des larmes amères brûlent ses paupières, son ventre se tord comme si une ferraille froide voulait y pénétrer. Elle revoit Shaun entouré de Brendan Murphy, de Kevin Doherty, qui la regarde toujours avec des yeux de chien battu. Kevin est amoureux d'elle. Elle le sait depuis le jour où ils se sont croisés. Elle a épousé Shaun et la cause de ses hommes. Elle a marié la liberté d'une terre qui n'est pas la sienne, les toits rouillés de Belfast et les gosses par centaines qui narguent les parachutistes casqués, les landes sauvages du Nord qui surgissent sur la chaussée des géants. Elle se tape plusieurs fois le visage contre le mur de la cave jusqu'à ce qu'elle sente le sang couler. Son dos heurte le petit meuble rempli de pots de confiture. Ses pensées se ferment sur Shaun, le trésor de sa vie.
Sa tendresse, ses gestes câlins, ses mains maladroites, son humour aigre-doux qui la fait hurler de rire. Ses colères feintes, quand le 15 de France aplatit une fois encore le trèfle irlandais. Elle a connu des moments d'angoisse, des instants de terreur brute. Mais elle ne regrette rien. Tout est là, dans le grand mystère de cet amour qui lui donne encore du courage. Un courage que les hommes ignorent. Elle va se battre, sinon plus rien ne sert à rien. La porte de la cave s'ouvre. Une silhouette massive se pose dans l'embrasure. L'homme fait jaillir la lumière et descend l'escalier, les bras ballants. Marseille, 20 ans plus tard. Salut demeure chaste et pure, où se devine la présence. Michel de Palma se demanda pourquoi, tout à coup, le grand air de Faust, qu'il n'aimait plus à force de l'avoir entendu, le surprenait sur le bout des lèvres. Surtout après qu'un taulier des ruelles sans soleil du quartier de la Plaine lui eût annoncé qu'une nouvelle guerre du milieu se préparait, et qu'on pouvait raisonnablement s'attendre à une dizaine de guapes étendues sur les trottoirs de Marciau-la-Grecque, morts comme à la tragédie. D'une âme innocente et divine, le vent le fouetta. Un coup de mistral cuisant comme une rouste. Il s'emplit les poumons des humeurs de la rue. La mégapole sentait la fleur fanée et le piment des trottoirs poussiéreux. Entre deux ravants maculés de merdes d'oiseaux, une vieille tirait son cabot malade par la laisse en le tensant comme un enfant désobéissant. La Clio banalisée de la brigade criminelle attendait de Palma sur un trottoir de la place Jean Jaurès. Une pub pour un nouveau centre de fitness et une amende de stationnement épinglée sur le pare-brise. Il s'assit sur le siège du conducteur et chercha un peu de détente, le regard éteint sur les compteurs poussiéreux. Il était convoqué par le directeur du SRPJ en fin de matinée. Au pire pour une mise à pied, au mieux pour une place de choix dans un placard à poulet. En descendant de la place Jean Jaurès vers la Canebière, il traversa le quartier souffreteux de la gare de l'Est, les maisons tarabiscotées à moitié dévorées par les enseignes rouges des grossistes en viande, les bars torves et les épiceries africaines. Derrière les hautes façades grises aux étendages qui claquaient au vent, la Vierge de la Garde, parée d'or et de soleil, tournait le dos à cet univers rapiécé. Indifférente sur son éminence de calcaire, au dédale de toits de tuiles et de tropéziennes perchées qui formaient le gros de la ville, sa part laborieuse. Salut demeure chaste et pure, où se devine la présence d'une âme innocente et divine. De Palma fit un signe amical au jeune gardien de la paix qui macérait dans la guérite du poste de garde de l'évêché, l'hôtel de police de Marseille. La barrière de l'entrée se leva en couinant. Une Vectra de la brigade de recherche et d'intervention, l'anti-gang, qui quimbalait un demi-sel, sortit et tourna à gauche, direction le tribunal et le bureau du juge, la mise en examen. L'évêché se dressait dans l'ombre de la vieille ville. Un bâtiment ni beau ni moche, rectangulaire, avec une vaste cour intérieure où s'entassaient les bagnoles banalisées et les véhicules de patrouille. Un monument aux morts de la police contre lequel s'appuyaient des cyclomoteurs. Les fenêtres des services jetaient une lumière fade sur l'enclos. Un équipage du car centre traînait un jeune mafre menotté, la gueule cassée et le regard farouche, jusqu'au service des officiers de police judiciaire de permanence. Une affiche de l'orphelinat de la police était scotchée sur une vitre mouchetée de poussière à l'entrée du mess. Au-dessous, un message annonçait la prochaine rencontre de l'équipe de foot des officiers de la sécurité publique versus la PJ sur le stade des Gaziers dans les quartiers Est. L'évêché devait son nom au voisinage direct du siège de l'épiscopat de Marseille et de la cathédrale de la Major qui dominait la mer, les darses du port autonome et au loin l'archipel du Frioul. De Palma s'engouffra dans le hall fraîchement ripolliné d'un rose douteux, échangea quelques banalités avec un brigadier et grimpa deux par deux les larges marches d'escalier qui conduisaient jusqu'aux locaux impersonnels de la police judiciaire. En poussant la porte par feu, il tomba sur Anne Moracchini, capitaine à la criminelle. « Bonjour, Michel. »« Bonjour, jeune fille. » Anne était une belle femme élancée, 15 ans plus jeune que Michel,
raffinée jusque dans ses gestes les plus banals. Elle portait une robe cache-cœur en stretch et un gilet de laine fine. 2 grands yeux verts illuminaient un visage aux pommettes hautes, coloré par l'air froid. Elle avait passé à son doigt un beau rubis monté sur du vieil or que De Palma ne lui voyait que très rarement. « Alors ?» dit-elle en relevant ses cheveux noirs et souples aux reflets d'acajou qui lui donnaient un air d'oriental. « Alors, rien. Et toi ? Tu veux savoir si j'ai la trouille ? » ?»« Un peu, ouais. J'ai peur qu'il me crucifie. Mais de te voir aussi belle me donne un courage de jeune gaillard. » Elle ignora le compliment et parcourut le visage de De Palma pour tenter d'y lire, comme sur un palimpseste, les sentiments dissimulés. Le baron était un hermétique. « Toi, crucifié ?» dit-elle en souriant. « J'aimerais bien voir ça. »« Alors ne t'inquiète pas, Anne, tout va bien se passer. Et puis... » Elle fit un pas en avant. « Et puis quoi ?»« Rien. »« Tu passes à la maison ce soir ?»« Je ne sais pas. » Alors qu'il tournait les talons, elle se risqua à lui sourire, même si l'envie n'y était pas. 2 lieutenants sortirent d'un bureau voisin en murmurant. Leurs silhouettes fuyantes se découpèrent sur le linoléum du corridor et disparurent dans un recoin de pénombre. La porte du contrôleur général était ouverte. Michel frappa. « Ah, c'est vous, De Palma. Entrez. » Le contrôleur se rangea derrière sa table de travail et referma ostensiblement un dossier sur lequel était écrit au marqueur noir « De Palma, brigade criminelle ». L'immense bureau de Leroux dominait le quartier des Docks et l'esplanade de la Joliette. Par la fenêtre, on apercevait la gare maritime, la cheminée du ferry, le Napoléon Bonaparte et le dôme byzantin de la cathédrale de la Major. Le double vitrage laissait percer le son granuleux des grues et des pelles mécaniques qui démolissaient ce qui restait des darses de la Joliette et des quais d'Abondance. Leroux leva son visage anguleux vers son subordonné. « Vous savez pourquoi vous êtes là, De Palma ?»« Oui, monsieur le directeur. » Leroux posa sa main à plat sur le dossier de Palma, comme s'il voulait se persuader qu'il allait rester définitivement fermé. « L'enquête de l'inspection générale des services est terminée. Vous êtes blanchi. Mais pour ma part, désolé de vous dire ça, je continue de penser que vous avez tué un homme. » C'était de la légitime défense. Je m'en suis déjà longuement expliqué au bœuf-carotte. « À bout portant, De Palma, à bout portant !» Le contrôleur fit mine de brandir un pistolet pointé vers le dôme de la cathédrale. « 2 coups à bout portant. Pan, pan. C'est une élimination. » Il prononça ce dernier mot en séparant chacune des syllabes. Réputé pour ses manières de renard et ses entrées dans les sphères privées de la police, Leroux pouvait devenir un redoutable adversaire. Difficile de savoir ce qu'il pensait. Évidemment, vous avez des circonstances atténuantes. Il est vrai que l'homme que vous avez envoyé en enfer a ouvert le feu sur vous et blessé un de vos collègues. Un jeune lieutenant de 24 ans infirme pour la vie, lança De Palma d'un trait de voix aussi direct qu'un carreau d'arbalète. Hélas, nous faisons un métier très difficile. Exact, répondit sèchement De Palma. Difficile et dangereux. Mais, dites-moi, vous n'étiez pas seul tout de même. Le commissaire Legendre et le capitaine Anne Moracchini n'ont rien pu faire. Leroux changea d'expression subitement, le visage hermétique. Vous avez sauvé votre tête avec l'IGS. J'ai cru comprendre que Legendre est l'un de vos fans et qu'en haut lieu, on vous aime. En ce qui me concerne, je pense que vous êtes un flingueur et vous me faites peur. J'ai lu votre dossier. Les expertises balistiques montrent que le premier coup de feu tiré à bout portant a été mortel. Ce qui signifie que vous vous êtes acharné sur un homme qui gisait à 1 mètre de vous. Si vos états de service n'avaient pas été aussi prestigieux, vous n'échappiez pas à la mise en examen. De Palma ravala sa bile. Il redoutait de perdre son sang-froid. C'est l'innocence qui a blessé mon collègue, monsieur le contrôleur. L'innocence. Je ne vous suis pas très bien, De Palma. Vous pouvez préciser votre pensée ? Vous savez, cette espèce de naïveté commune aux gens qui croient que la justice existe, que la police sert à quelque chose. Cette naïveté qui les porte vers l'action. J'ai l'impression que cette histoire vous a transformé la cervelle en pâte à modeler. Du bout des yeux, De Palma voulut toucher le contrôleur de son mépris,
mais il rata sa cible. « Le problème avec vous, continua Leroux, c'est que je dois recoller les morceaux. Eh oui, savez-vous que cette fusillade a divisé le SRPJ en 2 clans ? Ceux qui pensent qu'il s'agissait d'un simple accident et ceux qui affirment qu'un chef de groupe de votre classe n'avait pas à laisser un jeune débutant face à un truand ? J'appartiens à la 2e catégorie. » Leroux considéra De Palma avec hauteur et le détailla de la tête aux pieds. « Je vais vous dire ce que je pense de vous, De Palma. Vous êtes un flic à l'ancienne, un matador qui passe les bornes, un de ceux qui fricotent avec le milieu et qui sont peu regardants sur les méthodes pourvu que la prise soit bonne. Un orgueilleux, en fait. » De Palma blêmit et serra les poings. Leroux le remarqua et ne put se retenir de reculer d'un pas. « Effectivement, monsieur le contrôleur général, je suis un flic à l'ancienne. Je viens de la grande forêt. C'est vrai que vos règles de bonne conduite policière, je les ai un peu oubliées. Et ça fait un bon moment que j'ai jeté la morale des braves gens dans la cuvette de mes toilettes. J'aime faire des bouquets avec des plantes vénéneuses. L'innocence est une fleur du mal, monsieur le contrôleur général. On apprend aux enfants à être innocents et ils finissent putes, voyous, flics. Oh, gardez votre philosophie de bazar pour vous, De Palma. J'avais préparé cette tirade pour l'occasion. Je trouve qu'elle sonne bien, pas vous ? Leroux s'assit et regarda ostensiblement sa montre. Le cuir de son visage tendu comme une peau de caisse claire. « Évidemment, le préfet vous respecte, et à l'office central, ils aimeraient bien vous avoir avec eux. Disons que vos relations vous permettent de tenir. Mais moi, j'ai décidé de ne plus vous voir sur une enquête d'envergure. Vous allez me faire les règlements de compte et les merdes qui tombent dans votre service, c'est clair ? Comme vous voudrez. Au fait, d'où vient ce surnom de baron ? Tout le monde vous appelle le baron. Cela sonne étrangement quand on vous observe. Des amis qui ont trouvé que ça faisait bien. Comme ça. » De Palma tourna la tête vers la fenêtre. Le dôme de la cathédrale de la Major blanchissait sous le soleil ardent. « Puis-je prendre congé, monsieur le contrôleur général ? Personne ne vous retient. Si vous souhaitez une mutation, faites-moi confiance pour que je l'appuie. » Leroux frappa du plat de la main sur son bureau. « Mais vous savez quoi, De Palma ? On va se revoir, et je vous parie que c'est dans pas longtemps. Car les types comme vous font toujours un faux pas, la connerie qui les fait basculer dans le vide. Vous êtes protégé par une carte tricolore, mais vous allez bientôt vous retrouver seul. Et vous allez vous vautrer, et je ne vous raterai pas. » Le contrôleur se rejeta en arrière et dodelina de la tête. Son visage s'allongea tout d'un coup. « Vous pouvez disposer, monsieur le baron. » De Palma le défia du regard, avant de tourner les talons et de disparaître dans les couloirs de l'évêché. Anne Morachini le cueillit devant la machine à café de la criminelle. « Raconte ? Il voudrait bien me virer, mais il ne peut pas. C'est bien ça qui l'emmerde. » Anne poussa énergiquement une pièce dans la machine et tapa 2 fois sur le côté avec la paume de la main. Un cling métallique lui indiqua que la monnaie avait été digérée par l'automate. « Tu devrais prendre quelques jours de congé, » dit-elle. « Ouais, tu m'emmènes dans les îles et on oublie tout. À Cuba. Méfie-toi, j'en suis capable. Et il y en a beaucoup qui aimeraient être à ta place. Des fois, je pense à la retraite. Peinard. J'ai bientôt l'âge, tu sais. » La porte s'ouvrit avec fracas. Le lieutenant Bessour apparut, un sac dans les mains, les traits du visage tirés. « Qui c'est, celui-là » Un homme menotté était encadré par 2 gardiens de la paix en tenue de tortue ninja, gants de cuir et crâne rasé. « On vient de nous l'apporter, » fit Karim Bessour à l'écart. « Un mec qui s'accuse du meurtre de sa mère. Le problème, c'est qu'on n'a pas le corps de la mère et qu'il est sous le choc, complètement frappé. » Le molosse ne bronchait pas, tête baissée, le nez sur le bout des lèvres, les yeux tellement rapprochés qu'il se battait en duel. Un énorme sourcil barrait son visage d'une tempe à l'autre. « Jette un œil sur ses mains, » fit De Palma à l'oreille de Bessour. « Quoi » 2 battoirs dépassaient d'un pull élimé, les doigts se terminaient par des ongles noirs. « Elles sont griffées sur le dessus et le côté, » murmura De Palma. « Il a du sang sur le revers de la manche. À 10 contre 1, il a planqué la mère. Ils vivent dans une ferme après Aubagne. Faudra fouiller autour, surtout dans les broussailles. »
D'un brusque revers de la tête, l'homme voulut chasser les gouttes de sueur qui dégoulinaient sur son front. « Avancez !» fit Bessour en ouvrant son bureau. Anne posa sa main sur l'avant-bras du baron. « Je crois que tu n'es pas encore mûr pour la retraite, mon grand. À ce soir. » Elle jeta son gobelet de café et rejoignit Bessour. Sa robe voltait à chacune de ses enjambées. Le vent du large rôdait comme un filou depuis le vieux port jusqu'aux rues nanties du centre-ville. Le long des vitrines rutilantes et des trottoirs poussiéreux, un souffle glacial foyait les visages et poussait devant lui les impuretés de la ville. Jean-François Quéré songea à l'hiver qui venait tôt. La météo avait annoncé de la neige dans les massifs au-dessus de 800 mètres. Un froid exceptionnel pour une fin d'octobre. Quéré aimait l'engourdissement des jours. Sombre et mélancolique, l'hiver de son enfance en Bretagne. Le château de la Roche-Jagu transit sur son promontoire. Les méandres argentés du Trieux qui se caillaient dans la grande forêt avant de se perdre dans la mer. Il détestait l'hiver en Provence avec ses allures de vieux beau qui n'en finissaient pas de s'accrocher à ses rayons de soleil. La Bretagne était sa terre natale, en être exclu son calvaire. Il n'y retournait que très rarement, souvent entre chiens et loups, et toujours dans les forêts magiques. Quai de Rive-Neuve, les mâts et les drisses des voiliers chantaient à tue-tête des airs d'opérette foldingue à chaque passage du vent. À l'angle de la rue Saint-Féréol et de la Canebière, les premières lumières du soir rougeoyaient au bras des lampadaires. Des piétons se croisaient, muets, le col relevé. La nuit de Samhain approchait, l'instant sacré entre tous. Jean-François Quéré croisa deux gamins déguisés en vampires de Halloween. Le plus âgé des deux avait dessiné au rouge à lèvres des gouttes de sang figées aux commissures des lèvres. Quéré ignora les gosses et tourna dans la rue Saint-Féréol en accélérant le pas. Dans les vitrines des magasins, des squelettes fluorescents, des chauves-souris ridicules, des vieilles sorcières armées de balais ou de fourches, des chaudrons magiques, des chats noirs, des citrouilles aux sourires édentés. L'antique fête de Samhain pillée par les marchands de culottes, les fournisseurs de jeans, de consoles vidéo et de bonbons malsains. Des bouffées de chaleur traversèrent ses veines. Il voulut repousser de vieux souvenirs, mais rien n'y fit. Le bagad est en rang devant les murailles du château. Garde à vous, on bombe le torse. Les poumons pleins de liberté, les chemises blanches impeccables, les brassards amidonnés. Aucun pli sur le triskel, sinon gare à la trique. Le triskel doit être impeccable. Le grand chêne branchu dépose ses ramures puissantes sur la pelouse. Roulement de caisse claire, clatac-clac, clatac-clac, l'appel du chef, fixe. Il a une voix de petzouille, mais dans la langue des anciens, ça fait quand même son effet. Le biniou, aigre et puissant, entonne l'hymne des braves. Quéré leva les yeux. L'énorme pendule de la préfecture marquait 6 heures du soir en chiffres romains. La fontaine de la place aspergeait l'air suré d'un jet blême qui montait haut dans le tumulte et retombait lourdement, en de grosses gouttes flasques, sur les dalles noires d'un monument ridicule. Rue de Rome, l'air était saturé de pollution, de coups de klaxon, de visages amochés, poussés contre les vitres embuées des bus de la régie des transports. Tout semblait agglutiné dans un fleuve de ferraille et de chair humaine, grippé par le froid et la flemme de la mégapole. Quéré aperçut le bus de la ligne 18, comme prévu dans son programme. Un coup d'œil à la carte du réseau. Pas d'erreur. Le 18 l'emmènerait vers les cités de l'Est, Pont de Viveau, Saint-Loup. C'était là que vivait le salopard. Lors du dernier repérage, il avait laissé la voiture qu'il avait volée dans le centre-ville, derrière la cité de la Sauvagère, et était rentré par le métro. Il courut en évitant les calandres ouvertes comme des gueules asphyxiées de grisaille. En démarrant, le chauffeur du 18, un rougeau au nez de fouine, mâchait une gomme du bout de ses dents de cheval, un œil fixé sur le rétroviseur. Quéré grimpa les 3 marches de la porte et se pressa dans l'habitacle contre une grosse femme. « Oh, poussez pas !» beugla-t-elle en boursouflant ses lèvres lipues. « Vous ne voyez pas que c'est plein, déjà qu'on est esquiché comme des anchois !» Le contact du corps flasque, son parfum lourd et poudré de fard à joues,
lui souleva le cœur. Dans son dos, un octogénaire ronchonnait, la mine aiguisée par la froidure, une goutte au nez. Le rythme de son cœur s'emballa. Sa mère est au bout du couloir, allongée sur le lit. Il ne voit que ses pieds et la moitié de ses jambes. D'autres guiboles plantées de poils noirs s'agitent entre les siennes. Il s'approche. Celui qui bourre sa mère comme un porc, c'est le chef du bagad de Montrieux, le blond qui joue du fifre et qui a une sale gueule de con, celui qui a demandé à partir sur le front de l'Est. Sa mère tourne la tête, une mèche de cheveux collée à la joue. Elle râle encore. Une gifle, 2 gifles. « Sale gosse, qu'est-ce que tu vas encore raconter ?» Le goût du sang envahit sa bouche. Sa mère le déteste. « Salope, c'est quand même toi qui m'as fait. » Il retourne dans sa chambre. Il ne ressent plus rien. Dans le livre d'images, une gravure de Kadbat le Magnifique. Il a de grands cheveux blancs, le front haut, les yeux perçants, une robe blanche. Il étend son bras, le visage relevé. Sous la gravure est écrit « Nul ne parle avant le roi, mais le roi ne parle pas avant son druide. » Il prononce sa première malédiction au nom de Kadbat. Tueur au combat. C'est cela que le nom du druide signifie, tueur au combat. Un jour, il sera son égal. Il ferma les paupières et se laissa transporter, loin vers le nord, vers Tara, dans la verte plaine, là où chantaient les âmes sans nom. Quand il ouvrit les yeux, le bus traversait le quartier taciturne de Pont-de-Viveau. Un pont, une rivière sale comme un égout, l'Uvonne, des magasins qui avaient déjà baissé leurs rideaux de fer. Après le rond-point, le chauffeur se serra sur la droite et libéra les portes. La grosse femme descendit, la bouche pleine de jérémiades qu'il ne comprit pas. C'était la 2e fois qu'il venait dans le 10e arrondissement de Marsillo, et probablement la dernière. Le temps de capturer le salopard et de le rendre aux ténèbres. Devant le bar de l'Uvonne, il aperçut des gamins, 2 noirs, un beurre et un blondinet qui sonnaient aux portes pour quémander des bonbons. « Bonjour les enfants, vous connaissez la cité de la Sauvagère ? Oh, c'est là qu'on habite. Suivez-nous, on vous montre. » Le groupe se dirigea vers une rue bordée de platanes boutonneux. De part et d'autre, des petites maisons sans style, construites par des émigrés italiens, de briques et de bois chapardés sur les chantiers. Les volets des turnes étaient clos, les sonnettes ornées de cigales ou d'inscriptions mystérieuses pour qui ne connaissait pas les 2 premières lettres des prénoms de la marmaille qui créchait là. Et l'ordre des naissances. Pachadom, pour Pascal, Chantal et Dominique. Romance, pour Romain, Manon et Céline. La vulgarité des gens du Sud le rebutait. Il détestait ce petit peuple olivâtre aux outrances de singes. Les minots tournèrent dans le boulevard Romain-Roland et filèrent en direction de Saint-Loup. « La cité de la Sauvagère, c'est celle-là, juste avant la pharmacie. »« Merci les enfants. »« Vous auriez pas un bonbon, monsieur ?»« Non, désolé les enfants. » Son instinct l'alerta. Le salopard n'était plus très loin. Il écoutait toujours son instinct, cette aptitude qu'il possédait de prévenir le danger. Il inspecta Romain Roland, un œil sur le boulevard, l'autre sur son plan. La voiture n'était pas loin. L'artère longeait des cités boudeuses jusqu'à Dromel, la station de métro. Un bon chemin de repli en 4 pépins. 2 vieilles émergèrent d'un bouquet de cyprès qui fouettait l'air. « Mon Dieu, j'ai jamais vu un vent pareil. Rentre vite, que tu vas attraper mal. Allez, à demain ma belle. » Jean-François Quéré marcha vite, les yeux mi-clos pour les protéger des poussières qui s'envolaient du trottoir. Par 2 fois, il dut se retourner pour laisser le Mistral à sa mauvaise humeur et respirer un peu. 3 gamins sortirent d'une barre d'immeubles posée en traviole dans le décor frappé d'ictères. Il détestait cette nuit ponctuée de loupiotes fauves et ses gosses. À leur manière de jeter des regards farouches dans tous les sens, les 3 Adonis n'avaient pas l'esprit tranquille. L'un d'eux s'était travesti en vampire. 2 gros traits de rimel autour des yeux, un peu de sang sur les joues et une cape noire éraillée sur les épaules. Un autre, le plus grand, avait passé un vieux pull trop long frappé d'os fluorescents, une paire de côtes, 2 clavicules et des vertèbres. Le 3e mouflé talonnait en épiant ses arrières de temps en temps.
Une voiture de police passa, le pif bleu-blanc-rouge et le 2 tons en sourdine. Quéré se dissimula dans l'entrée d'un terrain de foot qui bordait la cité. Manquerait plus que les cognes me contrôlent et qu'ils m'emmerdent avec ma conditionnelle. C'était pourtant fini, mais avec les poulets on ne savait jamais. Les 3 enfants s'éloignèrent sur le boulevard. Il les suivit. En passant devant l'immeuble d'où sortaient les gosses, il guigna la pancarte. Cité de la Sauvagère, OPHLM, garde assermentée. Rien ne le repoussait plus que ces cages à poules remplies d'êtres qu'il considérait comme des inférieurs. Il avait vécu dans ces mètres carrés suspendus, d'abord dans la banlieue crade de Brest, puis dans l'immense bétonneuse au nord de Paris. 1968, le grand Barouf, avant qu'il ne reprenne les armes. La seule chose qu'il savait faire, tuer, sans hésiter, sans pleurnicher. Bousiller des vies qui ne servaient à rien, les massacrer, les abattre, démolir, écrouler des petites existences de rien du tout. Des 1 sur des milliards. La conscience droite. Plop, plop. Le coup de calibre avec silencieux. Jamais l'orgasme du tueur. Non, juste du boulot de pro. Le traitement qu'il réservait aux salopards était d'un genre particulier. Il avait fini par le retrouver, après 20 ans. Pas de plop, pas les gestes du pro qui frappe sans colère. Non, 4 pattes, exigeait plus. Une croix de pharmacie clignotait. Les néons balançaient leurs reflets d'émeraude sur les capots et les toits des voitures. Les enfants de la Sauvagère s'arrêtèrent. Une discussion s'engagea, tête baissée, mains dans les poches des survêtements luisants. « Oh, moi je vais pas plus loin, hein. Si ma mère elle me voit, elle me tue. »« Eh, vas-y, tu te chies ou quoi? On va jusqu'à la Pauline et on revient. »« Qu'est-ce que tu risques? Il y a des gains. »« Non, je suis pas un morphale, moi. »« Ah, et mon vieil. » Il dépassa le groupe et le vit. Le salopard, là, dans la pharmacie, à faire des sourires mielleux à la préparatrice qui avait une bouche charnue et les cheveux avec des fausses mèches blondes. Le salopard sortit, échangea quelques mots avec les enfants et leur tendit des bonbons. Un large sourire lui fendait le visage. L'instinct commanda à Quéré de tourner à droite et d'attendre, invisible derrière le muret, à 20 mètres. 2 minutes plus tard, le salopard regagna la cité de la Sauvagère. Son instinct ne le trompait jamais. Il devait attendre encore un peu. Dans 3 jours, pour la fête de Samhain, il serait l'égal de 4 pattes. Alors, une petite bien cuite, voilà. Pierre Martel dut compter à 2 fois sa monnaie, car sa vue baissait, et il confondait les pièces de 20 et 10 centimes. Irène, la boulangère, sortait d'une mise en pli chez la coiffeuse du quartier et observait du coin de l'œil le reflet de ses boucles blondes dans la vitrine du magasin. Alors, 1,90, 4, et voilà 20. On y est arrivé. Ça va la santé, monsieur Martel? Oui, tout va bien, à part ces problèmes de vue. On ne peut pas rester jeune toute sa vie, hein. Pierre Martel rangea sa baguette dans son cabas et son portefeuille dans la poche intérieure de son blazer élimé. La boulangerie était envahie par la lumière dorée du couchant. Les rangées de baguettes et de boules de campagne, les collections de millefeuilles marbrés et les bonbons en vrac s'empourpraient au fur et à mesure que la lumière baissait derrière les immeubles de la cité de la Pauline. Sur la vitrine, Irène avait dessiné en orange une citrouille et en noir une sorcière à la face de craie qui louchait sur son balai. En travers, dans un vert olive douteux, elle avait marqué « Joyeux Halloween » en oubliant un L et un E. Un homme d'une 50aine d'années, en salopette de plâtrier maculé d'éclats de crépi, entra dans la boutique en se frottant les mains, la moustache hérissée. « Adieu, Gilbert. »« Bonjour, Irène. Tu as vu le vent qu'il fait ? » ?»« Un vent à décorner les cocus. Pour la Toussaint, c'est toujours comme ça. » Pierre Martel adressa un sourire à la patronne et sortit sur le boulevard Romain-Roland. Un groupe de minots qui revenaient du collège de la Capelette le salua. Les gosses qu'il connaissait, à force de les croiser en bas du bâtiment A de la cité de la Sauvagère, le bloc où il vivait. Sur le trottoir, le Mistral poussait les feuilles de platane et soulevait une poussière fine qui piquait les yeux. Le soleil disparut subitement derrière la tour de la Pauline.
Une ombre froide enveloppa les abords des commerces et les bars de la Sauvagère. Seules les collines abruptes du massif de Saint-Cyr avaient encore droit au feu du Ponant et leurs pyramides de calcaire claquaient dans l'azur. Martel fit un détour par la pharmacie, acheta une boîte d'aspirine, la seule drogue qui calmait ses douleurs d'arthrose, et un tube de dentifrice. Puis il remonta vers la cité. Le boulevard Romain-Roland grondait, saturé de bagnoles. Derrière les hautes façades grises, la Vierge de la Garde, parée d'or et de soleil, tournait le dos à cet univers rapiécé. Indifférente sur son éminence de calcaire, aux dédales de toits de tuiles et de tropéziennes perchées qui formaient le gros de la ville. Sa part laborieuse. La Sauvagère datait des années 60. Des bars malingres bâtis dans l'urgence des 30 Glorieuses. Une allée goudronnée longeait les immeubles, une haie de Troène assoiffée, taillée ras, qui servait de crottoir aux clébards. Des voitures en épi et des arbres que le vent avait déplumés. Dans le dos, les collines couvertes de maquis et les carrières taillées en escaliers de géants dans le calcaire rouillé du massif de Saint-Cyr. Un parking brutal, à peine éclairé par des réverbères blindés. Des minots qui tenaient les murs à l'entrée des immeubles échangèrent des regards furtifs quand Martel débarqua sur le terre-plein. Une radio enrouée diffusait sur Al-Maghrib la Fatiha, la première sourate pour la prière du soir. Bismillahi, Rahmani Rahim, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Le son venait de très loin, discret. Des jeunes en camis qui se donnaient des airs de salafistes ombrageux remontaient vers le haut des HLM, en retard pour la prière. Martel ne les connaissait que de vue. Il passa à leur hauteur et les ignora. Dans l'ancienne salle du centre social, transformée en mosquée, des tapis étaient étalés. Des dizaines de chaussures et de sandales étaient rangées dans l'entrée, sur 2 fils. En jetant un œil à l'intérieur, Martel reconnut Bachir Belkacem, l'imam qui officiait depuis quelque temps dans le secteur. Avec sa barbe noire tout en bouclette, son visage d'ascète et ses petits yeux intelligents, Belkacem avait de l'allure. Il se tenait sur le devant, dos à ses fidèles, et murmurait la Fatiha. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux, le roi du jour du jugement. On disait que Belkacem était un intégriste de la plus sombre espèce, fraîchement débarqué d'Algérie. Martel avait trouvé dans les discussions qu'il tenait avec les jeunes musulmans de la Sauvagère que les propos se durcissaient, particulièrement quand il abordait les sujets de la Palestine ou de l'Irak, ou la communauté juive qui vivait à 2 rues de là, pour la plupart des Lubavitch qui ne sortaient que très rarement de leur quartier. Il attribuait cela à la présence et à l'influence de l'imam réputé salafiste. Dans le premier rang des fidèles, Martel reconnut le crâne lunaire de son voisin, le vieux Saïd, qu'il aimait bien, l'un des rares qui lui adressait la parole. De temps à autre, il se rendait des menus services et se faisait un couscous le vendredi chez Ali, place de Pont de Vivo, le meilleur du coin. Martel tourna en haut de l'allée et redescendit vers le bâtiment A. 2 gosses qui faisaient du chouf lui adressèrent un sourire. Dans le bâtiment, la cage d'escalier sentait la soupe fraîche, l'urine de chat et l'odeur doucereuse du cannabis. Par le dessous des portes circulait le courant froid de la télé, un son atone ponctué d'applaudissements. La plupart des familles mataient les jeux de fin d'après-midi, sur la même chaîne, la même voix enveloppante et convenue. Martel n'avait pas de télévision et s'en foutait. Il vivait seul dans un F3 au 4e étage, appartement 26, et ne recevait jamais personne. Sur le palier, il croisa la silhouette cassée de la grand-mère Nardonne, qui devait chercher son petit-fils, encore en vadrouille. « Vous n'avez pas vu mon Clément ?»« Il était du côté de la pharmacie, il n'y a pas 5 minutes. J'ai peur qu'il aille traîner. Avec cette fête de Halloween, ils vont dans la rue et on ne sait pas ce qui peut se passer. »« Dites-lui de sonner, » dit Martel. « Je leur ai préparé un petit paquet. »« C'est gentil, mais il fallait pas. Il vaut mieux qu'ils trouvent des bonbons ici, qu'on ne sait pas où. » Vous avez raison. La vieille disparut dans l'ascenseur. Quand Martel introduisit la clé dans la serrure de la porte blindée, il trouva tout à coup qu'elle était un peu dure. Sa méfiance naturelle l'alerta. Quelqu'un aurait-il forcé son domicile ?
Il fit jaillir de la lumière dans le couloir sombre du F3. Rien n'avait changé. Même tapisserie verdâtre, même lumière jaune qui venait du plafonnier en pâte de verre biseautée. Mêmes étagères pensues, surchargées de livres de poche. Même miroir kitsch qui faisait toute sa hauteur et dans lequel il s'observait à chaque fois qu'il entrait ou qu'il sortait de chez lui. Les 2 sacs poubelles qu'il avait oublié de descendre n'avaient pas changé de place. Il posa sa baguette de pain sur la table en formica de la cuisine et se lava les mains dans l'évier encombré de vaisselle. Dans le salon, il n'alluma pas la lumière. Sur la table couverte de paperasses, il avait posé ses jumelles, des ice à grossissement de 80 fois. Il s'avança vers la fenêtre et observa l'entrée de la mosquée. La prière finie, les fidèles se serraient les mains vigoureusement et regagnaient leur pénate. Un peu à l'écart, sous un bouleau déplumé, Belkacem discutait avec des jeunes en camis. Martel porta ses jumelles à ses yeux et détailla la scène qui se tenait aux abords du lieu de culte. Il connaissait de vue l'un des jeunes, un balèze d'une 20aine d'années, qui vivait au bâtiment B. Mais il ignorait tout du second. Un gars vigoureux, plus âgé, peut-être 25 ans. Sa longue barbe maigrelette tombait sur son camis bleu à fines rayures. Il attrapa sur le bahut son appareil photo, monté d'un 200 mm, et shoota 2 fois. L'image du jeune en gros plan apparut sur l'écran numérique de l'appareil. Il avait une face et un profil, cela suffisait largement. Il prit une vue plus large, puis une autre plus rapprochée pour qu'on reconnaisse bien Belkacem en grande conversation. On sonna à la porte. Il se retourna pour poser son appareil sur la table et se figea. Une forme longue se tenait au bout du salon, juste à côté de l'armoire. Un homme dont les yeux brillaient étrangement dans l'obscurité. Un scintillement livide. « Bonjour, Martel. » Un visage carré émergea du noir. « Surpris ?» Martel se rua vers le meuble Henri III, à 2 mètres de lui. Il tâtonna quelques secondes et trouva le premier tiroir, celui où il gardait son Glock 9 mm, une balle toujours montée dans la chambre. Quand il empoigna la crosse froide, une main d'une puissance extraordinaire se saisit de lui et le plaqua au sol comme un vulgaire pantin. Il n'entendit qu'un mot, prononcé d'une voix profonde. « Katbat !» La sonnerie retentit de nouveau. De Palma arpentait le rayon classique de la Fnac du Centre-Bourse et passait en revue les nouveautés. Quelques rééditions sans prétention, une intégrale des suites de Bach sur un violoncelle baroque. Il prit un coffret de Nabucco, enregistré en public au Teatro alla Scala, et leva les yeux vers la nouvelle vendeuse, une petite blonde au visage moucheté de pépites d'acajou qui passait d'un bac à l'autre comme une abeille. Il allait se rabattre sur les DVD et tenter une petite palabre avec la marchande de disques quand son téléphone vibra. « Michel ? C'est Anne. Où es-tu ? » En ville, pourquoi ? On a un client. Dans la colline, du côté de la Madrague. Le parquet nous fait les honneurs. C'est vraiment moche. Le roux m'a demandé de ne plus m'occuper de quoi que ce soit. Juste les règlements de compte et les merdes. Je le cite. Oui, mais bon, justement, c'est un truc très spécial. Le patron veut absolument que tu t'en occupes. En plus, tu as la voiture de service. Ok, j'arrive. Tu dépasses la campagne Pastré et tu vas jusqu'au terminus du 19, à la Madrague. C'est au-dessus. La scène de crime se trouvait à plus de 10 kilomètres de là, à l'autre bout de la baie de Marsillo. Le baron fonça sur la corniche Kennedy, gyrophare sur le tableau de bord et sirène à fond, tantôt sur la voie des bus, tantôt à contresens. À sa droite, la baie charruée par le Mistral. Sur la gauche, des villas blanches et luxueuses la dominaient depuis leurs pinacles de rocailles et de figuiers de Barbarie. La circulation s'éclaircit au bout de la corniche vers la statue de David, grande idole marseillaise imitée de Michel-Ange, qui dardait l'horizon, le cul nu à la face de la ville, le reste devant la mer qui jouait les bégueules. Sur le trottoir des plages du Prado, quelques joggeurs martelaient le bitume. Des gabions fouinaient dans les papiers gras et les rebuts du McDo du coin.
De Palma dépassa l'anse d'ivoire de la Pointe-Rouge et remonta l'avenue de Montredon, en longeant les cités d'urgence. Au-dessus du petit port de pêche de la Madrague, il aperçut les fourgons de la police urbaine et la Xara verte de la criminelle. Un brigadier de l'urbaine, les cheveux ébouriffés par une méchante rafale, lui indiqua un raidillon qui filait droit dans la colline, au pied du bastion calcaire de Marseille-Vert. De Palma serra la poigne raide du commissaire Legendre, le patron de la crime, un homme court aux gestes rapides qui ne s'embarrassait jamais de fioritures polies. « J'ai demandé aux collègues de l'identité d'attente que tu sois là, Michel. Un truc de dingue. Il faut que tu vois ça. » Éric Legendre avait un physique de français moyen, pansu, des franges noires posées en accent aigu sur son crâne rond, des petits yeux bleus et un visage pépère avec un air de personnage sorti d'un film de Tati. Un des rares chefs de la brigade avec lesquels De Palma ne s'était pas accroché. « Tu sais que le roux... Ouais, le roux, j'en fais mon affaire. Il veut que tu bosses sur des merdes. Eh bien, voilà une. Je te préviens, tu risques d'être seul. » Anne Moracchini se trouvait plus loin et discutait avec un jeune gardien de la paix qui acquiesçait à chaque fois qu'elle terminait une phrase. Elle fit un signe de la tête et rejoignit le baron en sautillant sur les marches de calcaire qui saillaient des touffes épineuses. Elle était habillée d'un jean noir, d'une paire de baskets barrées de 3 bandes et d'un blouson d'aviateur. Une écharpe rose autour du cou et le brassard police en lettres noires sur fond rouge au bras droit. Le corps était déjà en décomposition. Il infestait l'entourage dès que le vent chutait. De Palma enfila ses gants de latex et remarqua des traces de vomissures. Anne s'approcha, une ride profonde sur le front. « C'est Karim Bessour, il n'a pas supporté. Il devrait arrêter les goûters de 4 heures. Qui a découvert le corps ? Henri Bertella, un vieux qui habite à la Madrague et qui faisait promener son chien. Le kleps a quitté le chemin et il est monté jusqu'ici. Il ne voulait plus revenir et aboyer. » De Palma s'avança d'un pas. Face à lui, un homme, la 50aine passée, cheveux blonds, blanchis sur les tempes, vêtu d'un pantalon noir trop petit pour sa taille et d'une chemise blanche trop large, cravate et chaussures noires. Un brassard noir et blanc au bras droit. « Qu'est-ce que tu en penses ? On dirait un uniforme de phalange fasciste. » Le corps était attaché au tronc d'un chêne, la tête relevée et maintenu par des rubans d'adhésif. « Il a les yeux crevés ? » ?»« Oui, » fit Anne. « Photo ? » ?»« C'est fait. Faut tirer des vues d'ensemble, les plus larges possibles. On a affaire à un rituel. » À 2 mètres du corps, 3 pierres rondes. Scellé numéro 17. Les 3 pierres étaient disposées dans un axe qui pouvait signifier que le corps désormais aveugle devait les regarder. Ce sont des galets de granit blanc, marmonna De Palma. Des caillasses de torrent, rares dans la région. Il s'accroupit et regarda en direction de la victime. « Tu peux t'approcher sans problème », lança un policier de l'équipe scientifique. « On a tout passé au peigne fin. » « Et alors ? Rien ?» Des cavaliers jaunes, portant chacun un gros chiffre noir, étaient disposés selon l'ordre précis de la découverte des indices par les techniciens de scène de crime. Seulement 4 cavaliers. L'assassin n'avait rien laissé derrière lui. « Il a été maquillé », remarqua De Palma en s'approchant de la victime. Les yeux ont été crevés avec une pointe. Le légiste nous dira ce qui a causé la mort. Il prit la main du cadavre et l'observa un moment. L'humeur aqueuse de l'œil avait dessiné sur les joues de l'homme 2 grosses larmes marbrées de maquillage rouge et noir. Les lèvres, contractées, laissaient voir les dents de devant. Un morceau de feuille était collé sur l'incisive gauche. « Passe-moi ta pince. » De Palma bloqua sa respiration, glissa la pointe de la pince entre les dents et écarta la mâchoire. La bouche était remplie du même végétal. Il fit 3 pas en arrière et reprit sa respiration. « Tu as vu le brassard ?» demanda Anne Moracchini. Dans un cercle blanc étaient dessinées 3 spirales entrecroisées. « Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je pense que c'est un symbole celte, un truc qu'on trouve souvent en Bretagne. »
Anne hocha la tête et recula. Le lieu était totalement à l'abri des regards, à environ 500 mètres de l'avenue de Montredon, contre une falaise, entre deux épaules rocheuses. De Palma gagna un point haut. Le vent le surprit. De l'endroit où il se trouvait, on apercevait l'archipel du Frioul, les sommets opalins de l'Estac et, plus proche, vers l'Anse des Prophètes, les quartiers opulents, leurs villas de nacre étalées au pied de la bonne mer. Un décor de brochures touristiques, indifférent à tous les drames de Marsillau. Le corps se trouvait dans le seul bosquet de chênes du coin. Ailleurs, la colline était couverte de lentisques, d'argéras et de pins rabougris. Des calottes de rochers étaient mangées par des racines griffues, pareilles à des serpents. « Il y a de l'eau par ici », murmura-t-il. Quel rapport entre l'eau et la mort dans la tête de ce malade? La présence d'une source était rarissime dans le massif de Marseille-Vert. « Je crois qu'on va passer quelque temps avec un dingue », dit Anne Moracchini. De Palma s'assombrit. Il s'approcha du corps et plongea sa main dans une poche du pantalon maculé de sang. Créma, vanille et la pie qui chante. Chocolat. Un carambar. Un amateur de bon bec. Anne nota, scellé numéro 19, 3 bonbons. De Palma déposa les friandises dans un sachet de plastique et fouilla la deuxième poche. Un portefeuille. Il l'ouvrit de la pointe des doigts. Putain! Qu'est-ce qu'il y a? De Palma jeta un regard circulaire autour de lui. Les 2 techniciens de la police scientifique s'étaient éloignés. Viens voir le scellé numéro 20. Il tendit le portefeuille à Anne. Une carte tricolore était glissée sous un transparent du revers. Merde, c'est un collègue, murmura Anne. Le gendre s'approcha, le visage crispé. Un flic? Commandant Pierre Martel, direction de la surveillance du territoire. La DST. Putain de moine, pas un mot à personne, hein. Je ne sais pas encore ce qu'on a entre les mains, mais je sens venir les emmerdes. Les techniciens revinrent, flanqués de 2 ambulanciers, des marins-pompiers, un brancard et une housse à bout de bras. Tu as des choses à ajouter, Anne? Non, rien. Il fit un clin d'œil aux techniciens de la police scientifique. On se retrouve plus tard au labo. Le commandant Pierre Martel n'avait pas de famille. Il devait prendre sa retraite dans quelques mois, à l'âge de 55 ans, après 30 ans de boutique, tous passés dans les services de la DST. À 14 heures, son corps quitta la scène du crime pour la morgue du centre hospitalier universitaire de la Timone. Le terminus des assassinés en attente des mains expertes des trancheurs de preuves, des dépeceurs de vérité, les légistes. Le gendre préférait attendre quelques heures, histoire d'y voir plus clair avant d'annoncer l'assassinat à la hiérarchie de Martel et de révéler la véritable profession de la victime au magistrat du parquet. Ensuite, il ne contrôlerait peut-être plus rien et il n'aimait guère que les affaires lui passent sous le nez. Le directeur du SRPJ lui chercherait des noises si jamais il apprenait que De Palma était sur cette affaire. Il voulait perquisitionner au domicile de Martel avant que la surveillance du territoire n'ait le temps de faire le ménage. Le parquet avait déjà désigné le juge Quinceau à l'instruction, une vieille gloire du tribunal de grande instance de Marseille, autoritaire mais juste. Il avait profité de l'occasion pour convoquer le gendre le lendemain. Une manière de lui rappeler que l'on voyait rarement les pompes de la PJ au tribunal et de lui relire sans doute l'article 14 du Code de procédure pénale. Lorsqu'une information judiciaire est ouverte, la police judiciaire exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leur réquisition. Le gendre eut envie d'allumer une cigarette. Cela faisait 4 ans qu'il ne fumait plus. L'obscurité gagnait la ville. Dans une vingtaine de minutes, la brigade criminelle allait procéder à la perquisition du domicile de Pierre Martel. Dans les citadelles comme la Sauvagère, la police judiciaire était aveugle et sourde. Seules quelques patrouilles de la sécurité publique pointaient de temps en temps le bout de leur capot en surveillant les hauteurs dans la crainte d'une chute de parpaing ou de machine à laver. Un mois plus tôt, dans une cité voisine, les marins-pompiers avaient essuyé des tirs de pavés depuis le haut des murailles. Un quartier-maître avait été blessé.
Premier constat, Martel vivait dans un endroit très en dessous de ce qu'il pouvait s'offrir. Soit il était radin, soit la DST l'avait expédié en sous-marin pour zioter les manigances des barbus, supposés al-qaïdesques, et autres grands pourfendeurs de démocratie. À moins que la sauvagère n'abritât des VRP des mafias de l'Est. De Palma descendit vers le boulevard. Quelques commerces cubiques au toit plat, une boulangerie et une pharmacie, à 200 mètres une grande surface de surgelés, un boucher halal, un carrossier dont l'enseigne bleuâtre enjambait le portail et un rade dépeuplé qui faisait l'angle du boulevard Sacomman, une travée aride qui menait à des tours. La plus haute, ravalée de frais, se dressait comme une sentinelle dans la nuit. Beaucoup de voitures, très peu de piétons. Le baron remonta en direction de la Sauvagère et observa une dernière fois l'entrée. Un muret de pierre datant des anciennes propriétés maraîchères masquait le boulevard Romain-Roland. Un terrain de foot avec sa pelouse décoiffée dominait le parking goudronné. Impossible d'y entrer depuis la cité. Mais il suffisait de revenir sur l'avenue et de passer par-dessus la grille, ou à travers le grillage dont les mailles avaient été sectionnées depuis belle lurette. Anne Moracchini débarqua sur le parking, flanquée des lieutenants Bessour et Bonfils, un bleu qui venait de la campagne normande, d'un patelin d'herbes grasses, de chemins creux et d'averses. Jérôme Bonfils avait un regard triste et des manières de vieil interne, toujours bien rangées, une chemise toujours passée d'une mode, des chaussures de collégien anglais. Avec sa haute taille, ses yeux en amande et sa démarche de sprinter, Karim Bessour avait des allures de seigneur du désert, un peu nonchalant, les gestes gracieux et l'intelligence toujours en éveil. Catégorie flic de bureau, capable d'éplucher des tonnes d'écoute et d'expertise. Un cérébral nul pour le terrain et le pays du crime en général. Un artiste de la zonzon et du code de procédure. « Planquez-moi vos calibres », leur jeta De Palma. « Personne n'a jamais mordu personne ici. » Une voiture suivait le groupe de la criminelle, 2 techniciens de la police scientifique à bord et le serrurier de la PJ, Gilbert Nocera, alias la Serrure, un balèze barbu aux poignes lourdes comme des gueuses, petits yeux malins et sourire vicelard. Un équipage de la brigade anticriminalité assurait les arrières, le flashball posé sur la banquette arrière. « On monte ?» fit De Palma en levant les yeux vers le haut du bâtiment A. Un homme d'une 40aine d'années qui regagnait le bloc B, un kéfier autour du cou, passa à leur hauteur et les dévisagea. Au premier étage du A, les volets de plastique s'ouvrirent en couinant. Quelques têtes apparurent, noires et secrètes dans leur découpe de lumière blanche. Elles restèrent un moment à regarder cette bande de flics au pied de leur château de béton. Le concierge sortit, les mains posées sur son ventre dodu. « Messieurs, je peux savoir ?» ?»« C'est la police judiciaire », coupa Anne en montrant sa carte. « Nous perquisitionnons au domicile de monsieur Pierre Martel. » Le concierge ouvrit des yeux ronds et gratta les rares boucles de cheveux qui lui cerclaient le crâne. « Une perquisition ? Vous avez un mandat ? » ?»« Le mandat, c'est dans les films américains, monsieur. »« Ah bon ? » ?»« Oui, et vous allez venir avec nous, s'il vous plaît. Il nous faut un témoin. Quel est votre nom ? » ?»« Gérard Bussonera. »« On y va, monsieur Bussonera. »« D'accord. Eh bien, allons-y. » La serrure ne mit pas longtemps à faire céder les verrous blindés de l'appartement 26. Sous le Judas, 2 initiales griffonnées sur un autocollant. PM. De Palma pénétra le premier. Un vestibule étroit et sombre, tapissé de velours vert, s'ouvrait à gauche sur un salon et à droite sur 2 pièces. La première était une chambre à coucher. Le lit était défait. Sur les murs, des gravures dans le même style que le brassard retrouvé sur le corps de Martel. Une armoire normande, ancienne, pleine de vêtements, sentait la naphtaline et la vieille chaussure. Rien d'autre. Dans le salon tapissé de papier bleu roi délavé par le soleil, un bahut Henri III épais comme une pâtisserie bavaroise était couvert de boîtes de médicaments, de revues et de factures récentes. Aotal et Canil, fit De Palma en soulevant une boîte de médicaments. Un alcoolon en cours de sevrage, plus quelques boîtes de statine pour lutter contre le cholestérol.
La deuxième pièce avait été aménagée en bureau. Les murs, peinturés de vert pastel, étaient couverts de gravures du même style dans des cadres de bois anciens. Un ordinateur était posé sur une table en noyer. « Il est propriétaire ?» demanda Anne au concierge qui épiait chacun des gestes des policiers. « Non, il loue depuis 2 ans. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il voulait déménager. »« Pourquoi ?»« À cause des gosses de la cité. On ne peut plus rien faire. Vous savez ce qu'ils vendent ? » ?»« Du cannabis, tout le monde le sait. Et la police, elle fait rien. »« Monsieur Bussonera, si vous maintenez le couvercle fermé sur la cocotte quand elle bout, elle explose. »« Comprends pas. »« Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les jeunes ? Qu'ils aillent compter les vagues à la passe Sainte-Marie ? » ?»« Ouais, c'est vrai qu'ici, il y a Nib. Mais enfin, c'est pas une raison. De langue, ils se les roulent. On dirait qu'ils cherchent le travail avec un fusil. Le premier qui leur en donne, ils le tuent. » À même le sol du salon, empilés sur la moquette, des études et des mémoires sur les mouvements nationalistes basques et bretons. Sur une étagère bancale, des dossiers de la DST, essentiellement des mémos sur le nationalisme breton, des photocopies ou des doubles. Pas mal de pelures qui dataient d'avant l'ère de l'informatique et sur lesquelles l'encre des antiques Olivetti et le carbone avaient bavé. Une collection de fiches sur des militants bretons, des animateurs de centres sociaux, des musiciens locaux. Rien sur les islamistes. Les minuscules amas de poussière entre les chemises de papier et de carton avaient été dérangés. De Palma appela Bessour. « Qu'est-ce qu'il pouvait bien foutre avec ça ?»« Je sais pas, Michel, » répondit Bessour. « Peut-être qu'il a travaillé sur ses mouvements par le passé et qu'il a gardé des notes. En tout cas, ça cadre avec le brassard qu'il portait au bras. On va embarquer toute la collection, ça nous fera un peu de lecture. » De Palma se baissa et alluma sa torche. « Tu peux éteindre 1 minute, Karim ?» Il observa l'épaisseur de poussière accumulée sur le sol. En lumière rasante, le faisceau de la lampe révéla une empreinte rectangulaire qui correspondait à la trace que les mémoires avaient laissée sur le sol. La densité de particules était importante. Une toile d'araignée pendait, récemment brisée. Les études et les mémoires avaient été manipulées puis remises en place. Délicatement, sinon les minuscules fragments auraient volé et l'empreinte rectangulaire aurait disparu. Le mémoire du dessus était intitulé « Les mouvements nationalistes bretons dans la résistance ». Aucune poussière sur la feuille de plastique transparent de la couverture. « Tu peux éclairer, Karim ?»« Quelque chose d'intéressant ? La maison a été fouillée, fils. »« Ah bon ? On dirait pas. » ?»« Fouillée par un type qui s'y connaît. On ramasse aussi tout ça et on passe au peigne fin le reste de la pièce. » Bessour revint avec des enveloppes de papier kraft et y fourra les documents. Puis ce fut le tour du technicien de cribler le décor à la lumière bleue de la Polylight et de révéler, avec un pinceau et une poudre fluorescente, des traces et des empreintes qui brillaient dans la nuit. « Jérôme, tu embarques l'ordinateur. » À côté du PC, un dossier de carton épais fermé par un ruban blanc et rouge. De Palma l'ouvrit. Des photos par dizaines, devant ce qui semblait être une mosquée improvisée dans une salle vétuste. De Palma reconnut un angle de la sauvagère. « Il y a beaucoup de musulmans ici, monsieur Bussonera ?»« Pas mal, oui, mais il n'y a pas de problème. »« Où est-ce qu'ils font la prière ?»« Au bout de la cité, dans l'ancien centre social. » Plusieurs gros plans d'un homme d'une 60aine d'années et un nom au dos des clichés. Bachir Belkacem. Une fiche indiquait que Belkacem avait effectué plusieurs voyages en Algérie. Des numéros de vol étaient notés, des compagnies aériennes, notamment Aigle Azur. Martel avait souligné que Belkacem tirait ses revenus de l'import-export de textiles. Plusieurs autres photos avaient été prises depuis un point haut. De Palma s'approcha de la fenêtre du bureau. Elle surplombait le centre social, un rectangle au toit plat dont les fenêtres laissaient échapper une lueur verte de néon fatigué. Les hommes en djellaba en laine, d'autres en camis de toile claire, quelques jeunes, le calot sur la tête, discutaient en fumant, assis sur un muret. Le lieutenant Bessour se posta à côté de Palma. Il surveillait la mosquée.
Une spécialité de la DST. Un mec dans un appartement qui chauffe jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Ça doit faire partie de la logique Vigipirate. De temps en temps, ils sautent deux pauvres types avec une bonbonne de gaz et ils font croire au bon peuple qu'un dangereux réseau islamiste a été démantelé. L'heure d'Al-Maghrib, la prière du soir est passée. J'ai entendu dire qu'il y avait du mouvement par ici, fit Bessour. Pas mal de barbus, des salafistes. Regarde, ils portent tous la camie. Ouais, avec des Nike en dessous. Ils ont le sens du paradoxe. Bessour fit un sourire qui découvrit ses dents de porcelaine, puis regarda au-delà des arbres maigres du petit parc de la Sauvagère. Il y a une grosse communauté juive à 2 pas. Ça peut expliquer la présence de Martel ici. Ouais, mais ça se passe bien. J'ai pas connaissance de quoi que ce soit. On est à Marseille, pas dans les cages à poules de Londres ou de Paris. Bessour secoua la tête. Je les connais bien, Michel. Pour eux, ici, c'est le Dar al-Khawf, le territoire des mécréants. À moins que ce ne soit devenu le Dar al-Harb, l'endroit où l'on doit mener le djihad. C'est réjouissant ce que tu nous dis, Karim. Pour moi, c'est le 10e arrondissement, le pays où je vis depuis que je suis né. Tu habites ici ? Il faut bien que j'habite quelque part, à 500 mètres à vol d'oiseau. De Palma aperçut 2 jeunes qui regardaient dans sa direction. Il se recula dans la pénombre du salon. Des hommes entraient et sortaient de la mosquée en portant leurs mains sur le cœur à chaque fois qu'ils saluaient quelqu'un. Un copain me disait qu'il existe un 3e dar, le Dar El Sol, celui où l'on peut vivre ensemble. Espérons que c'est dans celui-ci qu'on se trouve. À mon avis, la direction de la surveillance du territoire n'était pas d'accord avec toi. Ce sont des paranoïaques. Le visage de Bessour se reflétait sur la vitre de la fenêtre. Si les salafistes, comme tu les appelles, ont repéré Martel, ils avaient un bon motif pour le tuer. C'est une piste, Michel, la plus évidente. Le concierge m'a dit que Martel était chômeur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.